Good afternoon. I'm very happy to meet you again virtually in the European Commission's press room for our daily midday briefing. Today it's Tuesday, the 22nd of September. Allow me to make a few announcements before opening the floor to your questions. I will start with the college agenda. Following the weekly meeting of heads of cabinet of commissioners, I can now share with you the agenda for the meeting of the college of tomorrow. The college will adopt tomorrow the new pact on migration and asylum. The college will also discuss the upcoming action plan on the Capital Markets Union and the Customs Union, as well as a package on digital finance. These files, though, will be adopted over the coming days through so-called finalization procedure. We will inform you of the press arrangements on these packages in due course. At the end of the college meeting of tomorrow, the President, Ursula von der Leyen, will deliver a press statement in the VIP corner on the new pact on migration and asylum. We will then have the readout of the college meeting and press conference on the new pact on migration and asylum with Vice President Skinas and Commissioner Johansson. This college readout and press conference will then be followed by a technical briefing on the same new pact on migration and asylum. And back to today, Commissioner Reinders will inaugurate the new Victims' Rights platform at a high-level conference with the German presidency of the European Union. This is an important deliverable following the adoption of the EU's first ever strategy on victim rights earlier this year. The new platform will meet annually as well as on an ad hoc basis as often as necessary. It will serve as an important forum for discussion on victims' rights with all relevant actors. At the conference, Commissioner Reinders will also introduce the Commission's newly appointed coordinator for victims' rights, Katarzyna Janika Pawlowska. The new coordinator will ensure the consistency and effectiveness of different actions related to victims' rights at the EU level. Now I will pass the floor to Marta, who has two announcements for you today. One on our SURE instrument for short-time employment and one on protecting workers' health. Marta. Good morning. Good morning, Dana. Good morning, everyone. So indeed, starting with SURE, we have good news to share with you today. So the 100 billion instrument to support the national short-time work schemes and other similar schemes has now been activated. This follows the completion of all the necessary national procedures in all EU member states to finalize the guarantee system. These guarantees represent an important expression of solidarity in the face of an unprecedented crisis. The Commission has already presented proposals to the Council for the decisions to grant financial support of 87.3 billion to 16 member states under the SURE instrument. Once the Council approves these proposals, the Commission will be able to. So it seems that we have a technical problem. Oh, we have news. Marta back. We lost you briefly, Marta, so perhaps that you can repeat the latest sentences so we make sure that we have the full statement. Thank you, Dana, and apologies for those technical issues. So as I said, the SURE instrument has been activated today, and I recall that the Commission had already presented proposals to the Council for the decisions to grant financial support to 16 member states, and this support amounts to 87.3 billion euros. And once the Council approves these proposals, the Commission will be able to provide the first loans under the SURE instrument. And again, more information is available in our daily news today. And if you allow me, Dana, I will immediately move on to the second announcement. En effet, nous avons
En effet, nous avons également de bonnes nouvelles à annoncer pour les travailleurs aujourd'hui concernant la protection des travailleurs contre le cancer. Aujourd'hui, la Commission propose une 4e modification de la directive sur les agents cancérigènes et mutagènes qui limite davantage leur exposition aux substances chimiques cancérigènes. Et ces 3 substances sont l'acrylonitrile, les composés de nickel et le benzène. Avec cette mise à jour, la Commission vise à réduire les cas de cancer et d'autres maladies graves liées au travail et améliorer la santé et la qualité de vie des travailleurs. La proposition présentée aujourd'hui est la première initiative prise par la Commission en tant qu'engagement à combattre le cancer au titre du très prochain plan de lutte contre cette maladie qui sera présenté d'ici la fin de l'année. Et enfin, pour plus d'informations, veuillez consulter notre communiqué de presse et ainsi qu'un mémo qui sont disponibles en ligne. Merci. Merci beaucoup, Marta. Now I will pass the floor to Miriam for an announcement on a Commission initiative for more sustainable cocoa production. Miriam. Merci, Dana. Bonjour. La Commission lance aujourd'hui une initiative visant à améliorer la durabilité dans le secteur du cacao. Un nouveau dialogue multipartite rassemblera des représentants de la Côte d'Ivoire et du Ghana, ainsi que des représentants du Parlement européen, des États membres de l'Union européenne, des producteurs de cacao et de la société civile. Le dialogue vise à formuler des recommandations concrètes pour faire progresser la durabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement du cacao au moyen d'actions collectives et de partenariats. Le nouveau dialogue sera soutenu par une assistance technique aux pays producteurs du cacao. L'événement d'ouverture aura lieu cet après-midi avec la participation du vice-président exécutif Valdis Dombrovskis et de la commissaire pour les partenariats internationaux Jutta Urpilainen. Comme toujours, vous trouverez de plus amples informations dans notre communiqué de presse ainsi que dans notre Daily News. Merci beaucoup, Myriam. Vous pouvez aussi trouver de plus amples informations avec Myriam plus tard, si vous voulez. Et pour continuer les annonces pour aujourd'hui, finalement, je tiens à vous rappeler que le Conseil Affaires Générales se réunit aujourd'hui pour préparer la réunion du Conseil européen qui aura lieu plus tard cette semaine. Et comme d'habitude, plusieurs membres du collège y participent pour des points différents. Le vice-président Šefčovič y participera pour présenter le rapport de prospective stratégique qui était adopté récemment par la Commission. Ensuite, le commissaire Hahn fera le point sur les progrès dans les négociations du cadre financier pluriannuel et le plan de relance. Pour leur part, la vice-présidente Jourova fera le point sur la procédure sous l'article 7.1 du traité concernant la Hongrie et le commissaire Reinders fera du même concernant la Pologne. Il représentera aussi la Commission sur le point des mesures de coordination pour faire face au Covid-19. Le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier, présentera ensuite au ministre les derniers développements en matière de négociations avec le Royaume-Uni et la mise en œuvre de l'accord de retrait. Le vice-président Šefčovič participera à la conférence de presse suite au Conseil Affaires Générales qui est prévue à la fin de la réunion vers 16h45. Et avec ceci, nous sommes prêts pour répondre à vos questions d'aujourd'hui. Merci. So I'm trying to see in the system who's interested to ask a question. Indeed, I see that Athanasios has his hand raised. So Athanasios, go ahead. Thank you very much. As we've been informed, yesterday the Minister of Agriculture of Cyprus raised the issue of the halloumi file in the context of the council that was held yesterday. So I was wondering, could you please give us an update on where this file is right now? What is stalling the final denomination of protected origin for the halloumi product? And when could we expect such a decision, especially now that it's imminent and we have negotiations for a trade deal with
with the UK and all the international trade implications that such a denomination would have for such a product. Thank you. Thank you very much, Athanasios. I will invite Miriam to join me on stage for answering this question. Thank you for your question, Athanasios. The process aiming for the registration of halloumi, Helim cheese, in the EU as a protected designation of origin is still ongoing. It is based on the common understanding that was reached by the President of the European Commission and the leaders of the two communities in Cyprus back in 2015. The conditions that were agreed are quite detailed. I can come back to you bilaterally, Athanasios, to explain these conditions, but we are still discussing. The Commission is in contact with all the parties to ensure an outcome reflecting all the elements of this common understanding. We are aware that this was raised yesterday by Cyprus, as the Commissioner for Agriculture replied. It's still not the case that the geographical indication is registered in the EU, which means that it cannot be registered in trade agreements. Thank you very much, Miriam. I will now invite you to ask additional questions to Miriam, if you have. So please raise your hand. Can I have a follow-up? Of course, Athanasios. Go ahead. Could you please tell us why the whole thing is still ongoing? Why? What is the basic reason why this thing is still ongoing and it's pending and we don't have a decision and it's not registered yet? There should be at least one reason that you could publicly announce. My viewers constantly ask me, I've got this LTT from previous spokespersons, but it's not satisfactory. We know what the common understanding was in 2015, but now it's 5 years later, it's 2020, and it's still there. So please tell us, what is the specific reason why this thing is still ongoing? Thank you. As explained, there has been discussions by the leaders of the two communities with the European Commission. There are 5 points that the Commission agreed that should be reflected in this common understanding. Unfortunately, there is still no agreement on all of the points, so discussions need to continue until we find this agreement. Thank you very much, Miriam. I will now invite you to raise your hand if you have additional questions for Miriam on this subject or on other subject that she covers, trade and agriculture in particular. So please only keep your hand raised at this point if you have questions for Miriam. I see that Odile has her hand raised, so I assume that the question is for Miriam. So Odile, go ahead. Yes. Oui, bonjour. Est-ce que vous allez sortir un communiqué ou bien dans le Daily News, mais est-ce que ce serait possible d'avoir un peu plus de détails justement sur cette filière du cacao et de quoi s'agit-il exactement? Merci pour la question, Odile. Myriam, à toi. Oui, merci pour la question. En fait, il s'agit de lancer un dialogue entre les parties concernées, les producteurs du cacao de la Côte d'Ivoire et du Ghana, avec des représentants du Parlement européen, de la société civile, pour avoir une approche commune pour appuyer la production soutenable du cacao. Comme vous le savez, il y a eu une initiative l'année passée du gouvernement d'assurer un revenu minimal pour les producteurs du cacao et on veut que cette initiative soit accompagnée du développement durable dans la chaîne de production. Ça veut dire des mesures pour lutter contre la déforestation ainsi que des mesures pour éviter le travail des mineurs. Thank you very much. The Daily News will be coming out very rapidly, and you will also have more information in writing there. So at this stage, I will invite you again to ask questions to Miriam if you have any. I see that Odile's hand is still raised. So Odile, est-ce que tu as une question de suivi pour Myriam ou une question sur un autre sujet pour elle? Odile, est-ce que tu es toujours là? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, je crois qu'il y a des élections présidentielles qui sont prévues en Côte d'Ivoire et que la candidature de Alassane Ouattara pour le 3e mandat
est plus ou moins contesté aussi. Est-ce que, enfin, le timing justement sur le cacao, qui est quand même la Côte d'Ivoire, c'est le premier producteur de cacao au monde. Et le timing, est-ce que vous essayez aussi de justement de montrer que l'Union européenne fait quelque chose pour tous ces producteurs de cacao qui sont plus ou moins exploités, qui n'ont pas de revenu minimal, etc., etc. C'est le timing que je trouve intéressant, disons. Merci que tu trouves le timing intéressant, Odile. Nous aidons effectivement les producteurs de cacao ainsi que les producteurs dans beaucoup d'autres filières agricoles en Afrique ou dans d'autres parties du monde. Et il n'y a pas de lien à faire avec des événements politiques. Ça fait partie d'une priorité de l'Union européenne de soutenir les productions soutenables dans des diverses filières. Je me demande si Myriam a d'autres choses à ajouter. Non. Merci beaucoup pour cela. Est-ce que nous avons d'autres questions aujourd'hui pour Myriam? Je n'en vois pas de main levée, donc Myriam, merci pour aujourd'hui. And we are opening the floor for other questions. And now I see that Lawrence has his hand raised. So, Lawrence, go ahead. Hi, Dee. Thanks a lot, Dana. I have two Dutch-related questions on the Foreign Affairs file. The first one is that the State Department yesterday welcomed the Dutch initiative to take Syria and the Assad regime potentially to an international court for its human rights violations. I'm wondering if we have said anything on this, or if the EU will say anything on this. And my second question is, I just want to return to the theme of the Magnitsky Act. I know that the Dutch Foreign Minister, Stef Blok, brought the issue up yesterday at the Foreign Affairs Council, and I gather he was told by Borrell that there would be movement on this soon. So I wondered if we could get a little bit more of a readout of what was said and come back to this question of when a consolidated legal text will be sent to the member states. Thanks. For your questions, Lawrence, I will check if Peter is connected to provide an answer to the question. And there he is. Peter, go ahead. Yes, hello, good afternoon. Thank you, Lawrence. Indeed, on the first part of your question, which will be tackled by me, the second one will be tackled by Nabila. I can say yes, you can expect very shortly position of the European Union on this issue. It was raised and it was mentioned briefly also yesterday at the Foreign Affairs Council by among the foreign ministers. So indeed, I mean, you know that the EU is very much engaged when it comes to solving the Syrian conflict. So you will hear from us in the course of the day on this issue. Thank you very much. And on the second one, I will invite Nabila to provide you an answer in relation to the human rights sanctions regime, but bear with us and please have understanding for the fact that we cannot anticipate when exactly the package of proposals is going to come out. It will come out when it is ready. But with that, Nabila. I don't know if you hear me. Thanks, Lauren, for your question. I mean, I cannot say much more than what Dana has said. You've seen what the President von der Leyen said in the State of the Union. We will come forward with proposal on the EU global human rights sanctions regime shortly. So to explain the process and where we stand, there was an agreement among the EU foreign ministers in December to work on the EU global sanction regime, which will target the serious human rights abuses violation worldwide. The Commission and the High Representative will now provide proposals for the legal acts to the Council to enable the adoption of this innovative and politically ambitious sanction regime. The High Representative will make a proposal for a Council decision, and the High Representative and the Commission will make a joint proposal for the Council regulation for the adoption of the Council. So these two legal acts then need to be unanimously agreed
to the EU member states in the Council. Once that has happened, they will be formally adopted by the Council and the regime will enter into force. So all involved are working hard to ensure that the sanctions regime is up and running as soon as possible, but I cannot go further than that as to when exactly it will be done. Thank you very much, Nabila. I will now invite you to raise your hand if you have additional questions for Nabila on this subject first. So I see that David has his hand raised. David, please go ahead. I am sorry, but apparently Lawrence has a follow-up. I didn't see it immediately. So Lawrence, you first. Just very quickly, Nabila, I know there is a draft legal text that was circulated at least a month ago because I have it. So given that work is fairly advanced, is there any chance this happens by next month, by the October Foreign Affairs Council meeting? Sorry, but this would be speculation, Lawrence. I'm not sure I can tell you because I personally don't know. It would be improper to speculate on our side, and we do not have the answer as to when the package will be ready for adoption after discussion at the political level. Now I indeed give the floor to David, whose hand is raised. David, go ahead. Oui, excusez-moi, David Carretta, Radio Radicale. Nabila, excusez-moi si j'insiste sur cette question, parce que ce n'est pas de la spéculation, c'est des déclarations qui ont été faites par le haut représentant Joseph Borrell, qui a dit plusieurs fois qu'un texte légal était en discussion dans les groupes du travail du Conseil. Donc, il y avait déjà un texte. Est-ce que vous allez présenter un nouveau texte, ou deux nouveaux textes, si j'ai bien compris, qui doivent à nouveau être discutés par les groupes de travail pour une décision politique et légale? Et si c'est le cas, pourquoi? Est-ce que la raison, c'est le simple fait que la présidente von der Leyen a annoncé pendant le discours de l'État de l'Union une proposition, quand la proposition est déjà sur la table depuis des mois et elle est discutée? Merci. Merci pour la question, David, qui permet effectivement à Nabila d'expliquer disons, le background de ces paquets et de clarifier des questions de procédure. Comme je l'ai dit ultérieurement, il s'agit de la Commission et le High Representative vont donner deux proposals pour des legal acts au Conseil. Et ceci permettra l'adoption de ce paquet. Donc, il s'agit de deux legal acts au niveau de la Commission et du High Representative qui vont être prévenus. Donc, je vais le dire en anglais parce que je pense que c'est beaucoup plus facile pour moi de le dire en anglais vu que j'ai la ligne en anglais. Donc, the Commission and the High Representative will now provide proposals for legal acts to the Council to enable the adoption of the innovative and politically. The High Representative will make a proposal for the Council and the High Representative and the Commission will make a joint proposal for a Council regulation for the adoption by the Council. Donc, je reviens sur exactement la même chose que ce que j'ai dit plus tôt, qui explique que ces deux legal acts then need to be unanimously agreed by the EU member states in the Council. Merci beaucoup. Cela clarifie la procédure et le chemin que ce paquet sur les droits horizontaux. Je peux voir un follow-up? Bien sûr, David, vas-y. Oui, merci, parce que ce n'est pas en répétant les mêmes choses, les mêmes lignes de défense que vous expliquez. Vous n'avez rien expliqué, vous avez juste répété ce qui a été dit à Lawrence. Alors, si vous pouvez nous expliquer bien, est-ce qu'on va jeter la proposition qui a été discutée dans le groupe de travail à la poubelle, ou est-ce que c'est la base pour votre proposition, etc. Parce que répéter des lignes de défense, c'est bien, mais ce n'est pas expliqué, excusez-nous. Merci beaucoup pour la question, David. Quand les questions sont similaires, j'espère bien que nos réponses sont similaires, sinon on aurait vraiment un problème des cohérences et des consistances.
Je trouve que les questions étaient similaires, donc effectivement, les réponses ne pouvaient pas être trop différentes. Les discussions qui ont eu lieu au Conseil sont bien évidemment très utiles pour les propositions que la commissaire est en train de préparer et qui vont suivre leur chemin institutionnel. Une proposition ou deux, en fait, pour le cas de ce paquet, de la part de la Commission en association avec les hauts représentants, qui vont ensuite être discutés et, espérons-le, adoptés par le Conseil dans les forats appropriés. Je me demande si Nabila a des choses à ajouter sur les discussions précédentes qui ont eu lieu sur des aspects liés à ces paquets au Conseil, mais il n'est pas rare qu'il y ait des discussions dans d'autres forats, dans d'autres institutions, sur des aspects liés au paquet que la Commission prépare. La Commission fait ensuite son travail, elle fait ses propositions, elle les met sur l'agenda et sur la table de discussions interinstitutionnelles où elles sont ensuite adoptées. Donc il n'y a pas de différence avec d'autres processus. Encore une fois, les conseils et les débats qu'il y a eu au Conseil au sein de ces groupes politiques depuis le début de l'année sont très utiles pour la réflexion de la Commission sur ces propositions. Je me demande maintenant s'il y a d'autres questions à ce sujet pour Nabila, puisque on est encore au cadre des droits humains. Je vois que Christian a la main levée. Christian, vas-y. Oui, je voudrais toujours continuer sur les propositions de la présidente qui, dans son discours, a annoncé qu'elle demandait aux États membres d'avoir le courage de renoncer à l'unanimité et de passer à la majorité qualifiée pour l'adoption de ce régime spécial sur les violations des droits de l'homme. Donc, je voudrais savoir si ça va figurer dans la proposition. Et plus anecdotique, mais Monsieur Borrell l'a dit devant le Parlement européen, il a suggéré que ce régime des droits de l'homme s'appelle le régime Navalny. Est-ce que ça aussi, ça va figurer dans la proposition? Merci. Merci pour tes questions, Christian. Ça me permet effectivement de rappeler ce que la présidente a dit lors de son discours sur l'état de l'Union devant le Parlement la semaine dernière. Et la présidente a effectivement annoncé d'abord que nous allons présenter un European Magnitsky Law, donc un cadre horizontal sur les droits humains. Et ensuite, en fait, elle a appelé les États membres d'adopter la majorité qualifiée, au moins pour les sanctions, pour la mise en œuvre de régime des sanctions en relation avec les droits humains, le non-respect des droits humains. Donc c'était lié à la mise en œuvre du régime des sanctions en relation avec ça. Sur les noms, je pense que c'est une discussion très intéressante, en fait, qui a été commencée par le haut représentant. Et en fait, je pense que la Commission va modestement laisser les champs ouverts pour des bonnes idées sur le nom politique qu'on donnerait à cet acte. Et si Navalny est le nom approprié et que si le Conseil qui sera responsable de l'adoption finale de cet acte trouve que c'est le nom approprié, la Commission est ouverte et attend des suggestions. Je vérifie maintenant s'il y a d'autres questions pour Nabila à ce sujet, si possible. Sinon, on élargira les champs des questions. Mais je vois que Nicolas a une question pour Nabila à ce sujet. Nicolas, vas-y, la parole est à toi. C'est pas tout à fait sur ce sujet, mais je pense que c'est toujours pour Nabila. C'est sur le futur sommet UE-Afrique, si je peux me permettre. Alors, si tu me permets, Nicolas, je vérifierai s'il y a d'autres questions sur ce sujet, parce que c'est toujours plus facile pour ceux qui nous suivent sur Europe by Satellite si nous groupons les thèmes que nous discutons ici. Je vois que Mira, non, c'est pas sur le même sujet, on me dit, même s'il a la main levée, c'est pas toujours facile d'agir rapidement dans les systèmes. Donc, puisque on a épuisé le sujet, je passe la parole effectivement à Nicolas pour rebondir sur le sommet avec l'Union africaine. Nicolas.
Oui, bonjour Nabila. J'ai cru comprendre qu'il y avait encore quelques petits points de désaccord sur le futur sommet Afrique et qui coinçait. Est-ce que tu peux m'informer sur cet aspect-là et surtout sur la mise au point des discussions en interne et avec les Africains? Apparemment, ça bloque sur des sujets, je dirais, assez classiques qui concernent les droits de la reproduction humaine et l'immigration, par exemple, si j'ai bien compris. Bonjour Nicolas. Écoute, personnellement, je n'ai pas grand-chose à te dire à ce sujet, ou peut-être qu'il faudrait que j'aille me renseigner un peu plus et revenir vers toi. Tu as vu exactement ce qu'a dit le haut représentant hier lors de la conférence de presse sur le sommet Union africaine et Union européenne, Union africaine, et comme quoi l'idée est vraiment de pousser nos relations au plus haut niveau en ce qui concerne nos relations avec l'Union africaine. C'est une discussion qui a eu lieu hier au FAC. Donc, s'il y a eu des points de divergence ou s'il y a des points de divergence, je n'en suis pas pour l'instant au courant, mais je suis prête à revenir vers toi à ce sujet pour de plus amples informations. Merci beaucoup, Nabila. J'invite maintenant les collègues à manifester leur intérêt pour poser d'autres questions à Nabila sur ce sujet, donc Afrique, Union européenne, ou bien sur d'autres. Je vois que Mira, elle a la main levée. So, please go ahead. Okay. Hi, do you hear me? Yes, we can hear you. Yes, Go we can ahead. hear you. Okay, Go fine. ahead. Hi, Nabila. Hi. Thank you for the question. So, my question is on Venezuela. I couldn't ask yesterday Mr. Borrell. He said that for the moment there is no electoral observation mission to the elections in Venezuela. And he talked about to postpone as one condition. So the question, is that the only condition? Second point, are there other conditions based on the new report from the United Nations on Human Rights? Thank you. Hi, Amira, and thank you for your question. I refer you back to what the HRVP has said yesterday at the press briefing on the FAC. What the HRVP said is that for the moment, what he has seen is that the conditions technically are not, or the conditions are not met to be able to deploy electoral observation mission. He explains that it needs much more time, at least 5 to 6 months, to be able to observe correctly any elections. And at this point, the elections being on the 6th of December, this is not possible. So this is the idea. By conditions, he means a lot of conditions that are not right now gathered to be able to deploy an electoral observation mission. I hope this answers your questions, Mira. Thank you very much, Nabila. I'm now checking to see if there are additional questions on this subject, Venezuela, for Nabila today. I see that Anna's hand is raised, so Anna, go ahead. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai aussi la question concernant l'Afrique. Malheureusement, quelque chose de technique mal passé. Donc maintenant, je dois demander la question après Venezuela. Nabila, est-ce qu'il y a déjà la réaction sur les situations au Mali lorsque là, ce nouveau président par intérim a été nommé? Est-ce que tu peux me donner la réaction sur ces événements? Bonjour Anna. Bonjour Anna. La nomination de M. Ndao à la présidence de la transition constitue une avancée majeure qui ouvre la voie à une transition de 18 mois devant permettre l'organisation des élections et le retour à l'ordre constitutionnel. Établie par une commission inclusive de 17 personnes, cette nomination d'un colonel à la retraite, connu pour son intégrité et son indépendance, répond aux attentes formulées par la CEDEAO pour une transition dirigée par un civil.
Dans un contexte où la situation et les équilibres sociopolitiques et institutionnels demeurent fragiles, le choix du Premier ministre, qui lui aussi devrait être un civil au terme de la médiation menée par la CEDEAO, constituera un élément majeur pour la légitimité et la bonne conduite de la transition. Merci beaucoup Nabila. Je vous invite à nouveau à poser d'autres questions à Nabila si vous avez sur ce sujet, l'Afrique. Et ce n'est pas le cas, donc permettez-moi de vous inviter à ouvrir les champs et poser d'autres questions si vous avez à Nabila sur d'autres sujets. Je n'en vois pas. Merci beaucoup Nabila. Et voilà, maintenant, David me signale qu'il a une question pour nous aujourd'hui. David. Oui, merci Dan. J'allume ma caméra. Oui, en fait, c'est une question à la fin d'une réflexion. Tu nous annonçais que Madame la Présidente va faire une déclaration à la presse. De plus en plus, on voit des déclarations à la presse et pas de conférences de presse. On aimerait bien lui poser des questions dans une vraie conférence de presse sur un sujet important comme le pacte migration et asile qu'elle a annoncé déjà dans son discours de juillet 2019 et par rapport auquel elle a dit dans son discours sur l'état de l'Union qu'il y aura la suppression des règles de Dublin, sauf que la commissaire Johansson, 2 jours après, en parlant avec la presse, mais pas dans une salle de presse, elle a dit qu'il n'y aura pas de suppression, il y aura des changements. Donc voilà, on aimerait bien lui poser 2 questions. Je voulais savoir si elle a l'intention de faire des vraies conférences de presse, même si virtuelles. Et rapidement, disons. Et deuxième remarque, si je peux, vu que tu l'as dit, le Daily News nous arrive de plus en plus en retard. Aujourd'hui, il est arrivé à 12h30. Quand je suis arrivé ici à Bruxelles, on avait un papier qui sortait avant le début du midday. En 3 minutes, on pouvait quand même lire quelque chose et poser des questions sur les sujets de la journée en connaissance de cause. Aujourd'hui, c'est plus possible parce que le Daily News arrive quand le midday est déjà commencé. Donc là, c'est une remarque. Je te pose le problème parce que ça nous aiderait à avoir, même sans papier, en virtuel, la possibilité d'étudier un petit peu les dossiers avant de vous poser des questions. Merci. Merci beaucoup pour tes réflexions, David, et aussi pour ta question de la fin. D'abord, permets-moi de te rassurer que ça nous manque à tous, à la présidente, mais aussi à nous, les porte-paroles, les bons vieux temps, quand on avait des conférences de presse avec des journalistes présents ici et on pouvait avoir des échanges directs qui sont heureusement maintenant facilités par des collègues qui opèrent un système qui fonctionne plutôt bien. Mais évidemment, ce n'est pas la même chose que d'être tous présents dans une salle et débattre de questions importantes pour l'Union européenne. La présidente elle-même a hâte de vous retrouver pour des conférences de presse. Effectivement, ce qui est programmé pour demain, c'est un statement, c'est une déclaration à la presse. Mais les 2 jours qui suivent, jeudi et vendredi, comme tu le sais, il y aura des conférences de presse suite au Conseil européen où beaucoup de sujets pourront être discutés qui sont pertinents pour vous, et y compris la migration, puisque tu l'as mentionné. Donc ça, c'est une chose. Et deuxièmement, des conférences de presse plus larges sur des thématiques plus larges d'importance pour l'Union européenne vont certainement être planifiées par la présidente à une date ultérieure. En ce qui concerne le deuxième point que tu soulèves, merci pour ton feedback, David, et pour tes observations. C'est un point effectivement important, a fair point, comme on dit en bon français bruxellois. Donc avec notre équipe, on va tâcher d'améliorer ça pour s'assurer que effectivement les Daily News vous soient accessibles plus vite, parce que comme cela c'est plus utile pour vous, pour informer nos échanges.
Donc ça, c'est un point qui est bien noté. Maintenant, je vois que Christian, il a la main levée. Christian, vas-y. Christian, est-ce que tu es là? J'ai l'impression qu'on n'a pas Christian. Ah, Voilà, si. ça marche. C'est bon? Oui, je voudrais revenir sur une des parties de la question de David, et c'est vraiment de la curiosité de ma part. Mais c'est vrai que dans son intervention, c'était la conférence de presse après son discours sur l'état de l'Union, Madame von der Leyen nous a beaucoup surpris en annonçant l'abolition des règles de Dublin. Visiblement, la Commission est en train de rétropédaler et on nous annonce que ce sera des changements, mais qu'on ne va pas la supprimer. Alors, je voudrais savoir si Madame von der Leyen est allée un petit peu loin, si elle est vraiment convaincue qu'il faut abolir Dublin, ce qui me paraît un peu difficile, ou est-ce qu'elle a été recadrée en lui expliquant un petit peu les problèmes que pose le règlement de Dublin. Merci, c'est vraiment de la curiosité. Merci beaucoup pour ta question, Christian. D'abord, sur le contenu exact du pacte et surtout, et plus spécifiquement sur les contenus en relation avec les provisions dites de Dublin, tu devras, comme David et comme nous tous, attendre demain parce que c'est demain qu'on va qu'on va présenter le pacte dans toute son entièreté parce que ça couvre beaucoup des dimensions de la politique migratoire de l'Union européenne et non seulement les provisions spécifiques des Dublin. Alors, est-ce qu'on peut utiliser le mot abolir ou remplacer ou réformer? Jusqu'à un certain point, c'est des questions sémantiques. Tout dépend de ce qui est le contenu du pacte que vous allez avoir demain. Et je pense que c'est à chacun d'entre nous de choisir le mot qui convient le plus aux nouvelles provisions que nous allons mettre sur la table en relation avec Dublin et aussi avec les champs plus larges de la politique migratoire de l'Union européenne. Mais pour cela, tu devras attendre demain. Mais je comprends très bien ta curiosité. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet pour nous aujourd'hui? Je n'en vois pas, donc j'ouvre maintenant les champs des sujets à couvrir et je vous invite à poser des questions si vous en avez sur d'autres thèmes pour nous aujourd'hui. Donc, levez tout simplement votre main si vous en avez. Je ne vois pas de main levée, donc ça me signale que nous avons répondu à toutes vos questions pour aujourd'hui. Ah, Catherine, à la dernière minute. Catherine, please go ahead. Catherine, yes. Hi. Yes. Sorry for that, Dana. Just a question. Is there any sort of response from or reaction from the Commission to the FinCEN files that were released as part of very wide investigative study by, I think it was about 400 journalists who were involved, and they uncovered how banks keep benefiting from money laundering, and even though many of these banks have received fines in the past, they seem to continue to be involved in money laundering. And I'm just wondering if the Commission is looking at what it can do about this. I know that you're reviewing some of your actions and your supervision of money laundering, but fines don't appear to work. They seem to be treated very much as a cost of doing business. So will the Commission be considering criminal sanctions for those who enable money laundering? For your question, Catherine, money laundering is a big priority, of course, for the Commission, or rather the fighting against the money laundering. And I will invite Dan to connect to provide you an answer on this. Hi, Dana. Thanks for that. And hi, Catherine. Indeed, fighting money laundering is a big priority of the European Commission. Of course, Catherine, we have seen the investigation by the International Consortium of Investigative Journalists and by BuzzFeed News on money laundering in the global banking system. The complex issue of tackling the flow of dirty money is not new.
as you rightly pointed out. The Commission has tracked this problem very closely, and we've conducted actually our own investigations on this. Within the EU, we have been ramping up our own anti-money laundering rules, which are now the toughest in the world. We have also been working on stepping up supervision at EU level and enforcement and implementation of existing rules. Tackling this problem, of course, is a global challenge. It is all about ensuring the effectiveness of anti-money laundering standards across the globe. In May, you may remember that we adopted a comprehensive action plan to tackle money laundering and terrorist financing. Of course, this action plan itself focuses on better enforcement of legislation that's already in place, better supervision, better coordination amongst what we call financial intelligence units in our member states, and also a stronger role in setting international standards. I would just finish off by saying that we understand that the US is also working on a more effective anti-money laundering framework, and we are committed to working with the US and all our global partners on this issue. Now, Catherine, I'm very happy to walk you through, of course, the huge amount of progress and the rules that are in place and our plans in this area bilaterally, because this will take quite a long time, but that's what I would have to say in terms of a reaction to the investigation that was published a couple of days ago. Thank you very much, Dan, for this. I will now invite you to ask additional questions to Dan on this topic of the fight against money laundering, if you have. I see that Raf's hand is raised. So, Raf, do you have a question for Dan on this issue? If that's the case, go ahead. Hi, I have a question for Dan, but it's on Brexit, not specifically on this issue. Is that fine? I now see that Catherine would want to ask a follow-up question to Dan. So in that case, I will first give the floor to Catherine, and then I will get back to you immediately, Raf. So Catherine, please go ahead. Yeah. So Dan, my question is this. You say that the EU has got some of the toughest rules, and you mentioned about cooperation with the US, but hasn't the US been much better at giving very, very large fines to banks that were found to be helping in money laundering? And I don't see any evidence really for that in the EU. I mean, when you see, for example, the situation with Danske Bank, which was laundered about 200 billion euros in suspicious transactions, and there are absolutely no consequences whatsoever. Dan, over to you. Hi, Catherine. I mean, first of all, I'm not going to explain what the rules are in the US, and nor am I going to comment on specific cases related to specific institutions or banks or whatever. What I can just say is that on our rules, and again, I would refer back to our action plan from May, where we are strengthening our rules, we're toughening up our supervision and the enforcement of all of those. And I can walk you through as well all of the different areas where we have infringements against member states on the various different anti-money laundering directives, and how we're actually achieving change there in member states' legislative frameworks. So I think it is important to point out that we are making progress in this area. This is something that is a huge priority for us, and it's something that we're going to be coming forward with a lot over the coming years. Dan, I will now go back to Raf, who had a question for you on a different topic. Raf, go ahead. Go ahead. Yes, hi. Dan, just two questions on Brexit. First, a practical one. The meeting next Monday between Šefčovič and Mr. Gove, will that be in Brussels or will that be in London? And the second question is, I mean, Vice President Šefčovič was talking about that the EU believes in calm, constructive cooperation through the channels created by the withdrawal agreement. Does this also is this proof that at the end of the month you will not go beyond the dispute settlement mechanisms that are set out in the withdrawal agreement? Thank you very much for this question, Raf. For the first one, I will definitely give the floor to Dan to clarify. For the second one, I just want to encourage you to ask the same question to the Vice President Šefčovič himself, who has a press conference this afternoon following the General Affairs Council, and where he would be glad to provide you an answer. But Dan, on the first one. Thanks, Dana, and hi, Raf.
No, indeed, I would ask you to ask the Vice President as well in the press conference later this afternoon. Regarding next week's meeting, so this is the next ordinary meeting of the Joint Committee that had been scheduled for a while. As you may remember, we had an extraordinary meeting of the Joint Committee on the 10th of September. As usual, we will publish an agenda, so I can send that to you once it's available, but I can tell you already that the meeting will be in Brussels. I would just finish off by saying that we are, of course, dedicated to the full and timely implementation of the withdrawal agreement, as the Vice President said this morning. And when we talk about that, what we're talking about is citizens' rights, of course, the protocol on Ireland and Northern Ireland, the protocol on the sovereign base areas in Cyprus, the protocol on Gibraltar, and many other areas under the withdrawal agreement. So once that agenda is available, you'll see quite the number of details and the number of subjects that will have to be tackled during the meeting. Thank you very much, Dan. I will now invite you to ask additional questions to Dan, if you have, on negotiations with the UK, because that's the subject that we are at. I see that David's hand is raised, so if your question is for Dan, David, go ahead. Yes, thank you, Dana. Dan, I've seen some reports that Michel Barnier could or should go to London tomorrow until Friday. Could you confirm that the chief negotiator will go to London, and if yes, who will Barnier meet? Yep. Hi, David. Indeed, I can confirm that Michel Barnier will meet David Frost in London tomorrow, Wednesday. As usual, there are ongoing contacts between both teams in advance of next week's negotiating round, which is a formal round of negotiations. So the meeting, of course, is within that context and within the context of preparing the round. Thank you very much, Dan. I will now invite you to ask additional questions to Dan if you are interested. So please just raise your hand in the system. I see that Francesco's hand is raised. So Francesco, go ahead. A question on the FinCEN files, actually. Some of the top figures that were identified as doing suspicious transactions in those documents were businessmen from former Soviet Union states who acted with visas issued by Latvia under what has been for years one of the laxest golden visa schemes in Europe. This scheme was set up by former Prime Minister of Latvia, Valdis Dombrovskis, who has been until a few weeks ago the man in charge of fighting money laundering and also this extremely lax visa and passport regimes on sale in Europe. So my question is, I have two questions. First, whether this is a reason of concern for you, and second, whether this was this past of Mr. Dombrovskis was one of the reasons behind the recent reshuffle in which he has been moved from the position of finance, from a position in which he was in charge of fighting money laundering to the trade portfolio, as everybody knows. Thanks. Thank you very much. Dan, please. Hi, Francesco. Look, I'm not going to go into specific comments on your comments at this point. What I can do, of course, is walk you through the improvements, the significant improvements that Latvia, for example, or any other member state has made in the area of tackling money laundering over the past couple of years. I can definitely set you and send you some information on the various different developments and changes that were made there, but I'm not going to go into commenting on various different comments that you made. Thank you very much. I'm now trying to see if there are additional questions for us today. Actually, for Dan on this topic first. I do not see any hand raised for Dan, so thank you very much, Dan. And I'll invite you to raise your hand if you have any other questions for us on other issues. I do not see any other hand raised, so
Thank you very much. Have a good afternoon. Do not forget the press conferences in relation to the General Affairs Council that I referred to you before, and see you tomorrow.